On a des modèles de production complètement déconnectés de ce que consomment les Tunisiens. On est dépendant des marchés internationaux. Pour les blés, on le voit, on est dépendant même dans notre exportation. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on met en jeu notre sécurité alimentaire tout court. عسلامة، مرحبا بكم. أنا عرفات بن مرزو، ونحن في حلقة جديدة من إيكولوجيا بودكاست. في الحلقة متاع اليوم باش نحكيو على لا ترانزيسيون أجرو إيكولوجيك، أو بما معناه انتقال الفلاحة في اتجاه اللي يكون فيه ديمومة أكثر وقدر أكثر الموارد الطبيعية. علاقة الفلاحة بالاستهلاك، علاقة الفلاحة بالأمن الغذائي، وحتى بالسيادة الغذائية. هذوما المواضيع الكل في وقتنا الحالي ولاو مربوطين ببعضهم، ويظل يفرضوا رواحهم في الواقع على المستوى الفلاح، حتى على مستوى اتجاهات واستراتيجيات متاع دولة. باش نقسموا الموضوع هذا مع ضيفنا اللي هو سي محمد اللومي. سي محمد اللومي هو جامعي متقاعد، كان مختص في الاقتصاد الريفي، وكان رئيس مخبر الاقتصاد الريفي في الينرات. باش نحكيو معاه على المواضيع هذوما، وباش نحاولوا نفهموا من التاريخ متاع الفلاحة والتوجهات الاستراتيجية الفلاحية في تونس شنو هي الواقع متاعهم قدام التحديات، وعلاش الاتجاه متاع الاجرو ايكولوجي نجم يكون اتجاه يعاون الفلاح والمستهلك وفرد وقت، يعني المنظومة كلها. للتذكير، إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية من إنتاج ستارت اب وايز، والحلقة هذه تندرج في مجموعة حلقات اللي تحكي على الأجرو إيكولوجي مدعم وتمويل من برنامج أدابت. توا نبداو الحلقة مع ضيفنا سي محمد اللومي. أنا نحب نفهم معاك لو موديل كلاسيك دو لاغريكولتور. شنو هي اللي ليميت نتاعو؟ شنو هي الهينات؟ لي ليميت. لي ليميت ولي زونجو، يعني في لوجيك انه نحب نفهم لو كونتكست اللي خلى اون بونسي دان اوردر اغرو ايكولوجيك اللي فوا لو جور وتفرض روحها، ثم دي كورون يعني او سان دو لا سوسيتي اللي يحاولوا يدزوا في الاتجاه هذاك. Au niveau de la Tunisie ou au niveau mondial? Parce que je pense que c'est pas tout à fait la même, comment enfin dire, on n'est pas au même niveau de cette réflexion, comme je viens de le dire là, hein, parce que au niveau mondial, de toute façon, le développement de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale s'est basé sur le modèle de la Révolution verte. Il y avait les grandes institutions internationales qui étaient regroupés dans le CGIAR, le groupe consultatif international de la recherche agronomique, qui était financé par les fondations américaines principalement, et qui a piloté cette révolution. Pour les céréales, c'était c'était au Mexique, maintenant j'ai oublié le nom, avec un généticien Borloo et le prix Nobel après la truc, qui a mis au point les variétés à haut rendement, etc. Par la suite, en Asie, il y avait d'autres aussi chercheurs, soit de ces fondations, soit du système national. Et l'idée, c'était effectivement qu'il faut, développer, moderniser, entre guillemets, industrialiser l'agriculture. Par effectivement, le modèle, c'est quoi? C'est artificialiser au maximum le milieu. L'agriculture est sujette aux aléas climatiques, aux aléas de toute nature. Donc, si on artificialise, jusqu'après, à la fin, arriver à l'hydroponie et à l'agriculture. Où tu maîtrises tout. À la limite, comme un peu maintenant l'élevage de poulailler ou des élevages industriels, c'est de l'industrie. L'agriculture voudrait être ça. Et donc, pour ça, on a créé des variétés qui sont adaptées au contexte, qui sont productives, pour lesquelles on prépare un terrain, etc. Et c'est cette révolution verte qui était destinée, on va pas rentrer dans le détail, révolution, parce qu'effectivement, c'était l'époque de la guerre froide, et elle a marché dans l'Europe, hein, avec l'industrie, avec la mécanisation, les variétés, etc. Ce qui a fait de l'Europe une des premières puissances mondiales agricoles. Elle a marché dans l'Asie du Sud-Est, parce que aussi là, les conditions étaient favorables. Elle est arrivée in fine en Tunisie
à partir des années 60, 69, la fin des années 69, parce que jusqu'à 69, on était dans un autre régime, et on était dans une autre perspective. À la sortie de l'indépendance, l'agriculture était relativement le secteur le plus, paradoxalement, le plus développé, enfin, le plus développé. L'héritage colonial. L'héritage colonial, et il était, une population qui était faible, et des besoins qui étaient pas très importants, et donc c'était un secteur qui exportait et qui rentrait des devises. Et les décideurs à l'époque ont voulu préserver cet avantage. Donc ils ont repris le modèle colonial. Moi, j'ai parlé de rénovation, ils l'ont un peu rénové, dans le sens où ils l'ont un peu amélioré. Il y a la question de la jachère qu'il fallait un peu discuter, voir comment on y reviendra si on a le temps. Et surtout, y intégrer tout le monde. Tout le monde. À la sortie de l'indépendance, à la sortie de la colonisation, on avait une agriculture duale. On avait deux secteurs, l'héritage colonial, avec une certaine aristocratie agraire qui était aussi dans le mouvement, parce que finalement, la colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la recherche, c'est l'INRAT, ils ont fait l'INAT, qui était l'institut de formation, et dans lequel ils formaient à la fois des colons, des futurs colons agricoles, mais aussi des Tunisiens. Et donc, ils ont créé tout un système, et ils ont créé aussi les organisations professionnelles. Et donc, à la sortie, on a voulu préserver ça, et intégrer la partie qui était agriculture traditionnelle, agriculture paysanne, familiale, on peut l'appeler comme on veut, au moins les fallah, ce qu'on peut appeler les fallah tunisiens, peut-être pas encore les pasteurs, ça viendra plus tard. Les pasteurs, on les a un peu sédentarisés dans les oasis, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on a voulu généraliser ce modèle-là, et pour le généraliser, l'intégrer, on a créé les coopératives. Donc on prend une coopérative, on prend un noyau d'anciennes terres coloniales qui sont devenues des terres domaniales. On agrège les petites exploitations autour. On prend quelques-uns, mais bon, on en sort d'autres, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Et puis on met le paquet de la mécanisation, des intrants, etc. Mais pas encore les variétés à rendement. On a encore le modèle colonial, parce que le modèle colonial nous a laissé aussi... C'était de masse. Pardon? C'était un modèle de masse. C'est un modèle élitiste. C'est un modèle pour les exploitations coloniales de la colonisation. Mais la production, c'était une production de masse. était importante. Sauf le Gabon. Là, ça c'est autre chose. Attends. Parce que la colonisation, elle s'est développée principalement dans les plaines céréalières. D'accord. Benzart, Zarouel, Béja, Gendoub. Et dans la steppe de la Tunisie centrale, avec l'oléiculture, c'est vraiment les principaux, et un peu dans le Gabon, dans la viticulture. Le reste, là où il y a une urbanisation assez développée, etc., est resté en dehors de la colonisation. Et le Gabon, c'était un exemple particulier parce qu'il y avait une agriculture familiale, une paysannerie, qui n'était pas très riche, pas très florissante, mais qui a servi après de base de développement de l'agriculture. Il y a bien sûr des noyaux coloniaux, mais principalement le développement du Gabon, de l'agriculture, de ce qu'on voit maintenant, c'est fait à partir d'une paysannerie. Ça, c'est un modèle particulier, ce qu'on a essayé de reproduire après dans la région de Sidi Bouzid, mais ça n'a pas marché. Pour revenir au modèle, donc on a essayé de généraliser, ça n'a pas marché pour de multiples raisons. Donc on n'a pas le temps de développer ça, on a abandonné ça. Et au fait, on s'est trouvé en 69, avec l'idée pour sortir de cette crise, avec une crise un peu comme celle de maintenant, on a la production s'était un peu baissée, la pauvreté a commencé à émerger, etc. Il y avait un exode massif à cause des... Donc l'idée c'était, on retourne au secteur privé, public et coopératif, mais surtout on injecte les résultats de la révolution verte. Et donc, on a fait un grand projet qui s'appelait le projet Blé. Il y a même Borloo qui est venu visiter la Tunisie pour effectivement prêcher la bonne parole dans ce sens-là. Et on a adopté à partir de ce... bonne. Non, mais bon, après, il faut discuter, il faut tout relativiser. Nuancer, contextualiser. En Europe, c'était une révolution qui a réussi par rapport à ses objectifs. Ils avaient le marché, la pénétration de marché. Nous, on a réussi parce qu'on a quand même augmenté la production. Ce qu'il faut le voir dans l'ensemble. Bon, il y a ce qui relève directement de la révolution verte, c'est vraiment la céréaliculture, la grande culture. Après, on a aussi la révolution verte
ou le modèle de la révolution verte qui a été diffusé dans le périmètre irrigué. Et là, c'est aussi, jusqu'à un certain niveau, une certaine réussite. Ce qu'on n'avait pas prévu, ce que le modèle même, je vais revenir à l'Europe et au niveau mondial, ce qu'avait pas prévu ces penseurs, c'est ces effets, ces externalités, maintenant on dit externalités négatives. C'est-à-dire qu'effectivement, il a commencé à détruire l'environnement, à avoir des effets sur la santé humaine, à avoir des effets sur la biodiversité, etc., etc. Je lisais l'autre jour avec, vraiment j'étais effaré, je comprenais pas, peut-être qu'il y avait une erreur, dans une des États de l'Inde, sur 500 000 exploitations, sur les 10 dernières années, ou les 20 dernières, même si c'est les 20 dernières années, il y a 25% qui se sont suicidés. C'est-à-dire que c'est un processus qui tant qu'il est nourri par les subventions, par le soutien de l'État, etc., il fonctionne, par effectivement une réponse des rendements, il fonctionne, mais dès qu'on sort de ce schéma-là, dès qu'on met en place l'ajustement structurel, le retrait des États, etc., c'est l'engrenage pour les agriculteurs. En Tunisie, le processus va être différent. Pas d'adoption, très ou faible adoption de ce modèle un peu dans la céréaliculture, qui va être le parent pauvre, alors que l'agriculture tunisienne, au départ, et l'héritage colonial, après on peut l'évaluer, nous a laissé au moins des institutions qui pourraient gouverner un peu ce modèle. On avait une institution de recherche. On est l'un des rares pays à être assez autonome en termes de recherche variétale, etc. On avait des structures, des organisations professionnelles. Bon, après, avec les politiques. Et on avait effectivement, je dirais, contrairement aux autres pays, on avait des structures qui n'étaient pas aussi inégalitaires que ça. Les structures agraires en Tunisie, ou les systèmes des exploitations, on a une partie qui sont grandes, 2%, 3%, qui ont 20% de la superficie. On a des petits, une pléthore de petits, moins de 5 hectares, moins de 10 hectares. Mais on a quand même une force qui est assez importante d'agriculture moyenne, qui fait 30 à 40% de la SAU. Moi je dirais qu'elle commence à s'éroder parce que depuis 2004-2005, on n'a pas fait de recensement. Ça fait des années qu'ils nous promettent, mais on ne sait pas ce qui existe. Donc, on revient rapidement. Donc, on veut comprendre le terrain اللي خلى une réflexion نتاع الفلاحة نتاعنا ثم مشكلة. Non, mais donc depuis un certain temps, on a commencé en Tunisie à sentir un peu ces effets négatifs, ces effets sur effectivement l'environnement et surtout et la dépendance déjà. Voilà ce que j'avais pas dit, c'est que ce modèle-là, ça c'est la partie agronomique, mais c'est appuyé dès l'indépendance sur ce qu'on peut appeler un contrat social. C'était le contrat entre les GTT, les forces ouvrières et l'administration et la bourgeoisie qui tient un peu l'administration ou l'État, de mobiliser le surplus, parce que c'était le secteur agricole dans les années 60, j'avais dit c'était le seul qui dégageait un surplus. De dégager ce surplus pour financer le reste de l'économie. Donc, dans les années 60, c'était pour une industrialisation. Il y a une industrialisation qui était régionalisée, qui était pensée, etc. Les collègues économistes appelaient ça une industrialisation, organisée. Parce qu'il y avait un modèle, un schéma de déménagement du territoire qui, après, quand on est revenu au libéralisme, et qu'on voulait s'insérer dans la division internationale du travail avec la politique de Hedinouir, etc. Donc, on s'est servi du secteur agricole pour nourrir la population ouvrière, pour assurer au monde ouvrier l'accès à un panier de biens, à l'alimentation principalement, à bas coût, à travers effectivement des prix régulés, administrés de la production agricole. Et donc, quand on regarde les courbes des prix des produits agricoles, on va les voir vraiment plats pendant tous les années 60, les années 70 jusqu'aux années 60. Quelques émeutes, on va dire. Les premières, c'était 86, début des années 80, la fin de l'ajustement structurel.
la révolte de 60, enfin de 82-83, et donc voilà, on a commencé à augmenter, et après ça a été bouffé par l'inflation, et maintenant on est dans. Donc ce modèle-là a fonctionné relativement tant qu'effectivement on pouvait le nourrir par le revenu de l'immigration, par la rente pétrolière, la petite rente pétrolière, par la rente des phosphates, etc. Quand les finances publiques ont commencé à être effectivement en difficulté, ce modèle-là est rentré en crise parce qu'on ne pouvait plus le financer. Et donc, avec l'ajustement structurel, on a arrêté les subventions aux différents intrants, on a augmenté un peu la production, mais on est resté dans ce... Mais toujours est-il que ce modèle-là a commencé à effectivement atteindre ses limites. Ses limites déjà écosystémiques, ses limites... Voilà, déjà quand on regarde du point de vue agronomique, même les rendements de la révolution verte, les variétés, etc., on a un plafonnement des rendements. On a un plafonnement des rendements des périmètres irrigués. On a tellement abîmé les ressources, quand vous prenez des... Et ça vient de loin en Tunisie en plus. Ça vient de l'époque coloniale, quand on a introduit ce qu'on appelle le dry farming, c'est-à-dire travailler la terre. Le dry farming, c'est en 2 mots pour les céréales. C'est 6 mois de travail de sol, etc. et 18 mois de jachère. Donc la terre est reposée et de jachère travailler. Travaille tout le temps le sol. Pourquoi faire? Pour mobiliser les minéraux qui sont dans le sol et pour les rendre disponibles à la... Et donc ce modèle-là, quand vous allez maintenant à la région du Kef, etc., ça devient presque un désert parce qu'il n'y a plus de sol, il n'y a plus de sol riche, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus de végétaux. C'est pas l'effet qu'on a en Europe avec la perte des oiseaux, la perte de la diversité, etc. Nous, on a ça, mais aussi on a des sols qui sont complètement déstructurés. Quand vous allez à Sfax, dans les grands oliveraies, c'est le même système, c'est le système du dry farming appliqué à l'oléiculture, avec des arbres distants de 24 mètres, il y a 17 arbres à l'hectare, distants de 24 mètres, et du labour en permanence, pour lutter contre la moindre, en plein été, il passe un petit travail de sol qui crée un petit mulch à la surface pour éviter, mais ça évite tout développement de végétaux, etc. Et donc ce modèle-là, qui était aussi basé sur l'exportation, a fait que, effectivement, sur le plan agronomique, il y a vraiment des risques, je dirais, d'effondrement. On les voit, des années comme ça. Mais c'est aussi sur le plan, son objectif, c'était aussi de fournir de l'alimentation à bas prix et de dégager de surplus par l'exportation. Ça ne marche plus. Quand on regarde les statistiques, on a amélioré énormément la sécurité alimentaire. Le niveau de nutrition en Tunisie, ça, il faut le reconnaître. Depuis les années 80, etc., on n'est plus dans les années 60, avec des famines, etc. On a amélioré tous les indicateurs. J'ai pas les chiffres en tête, mais on a vraiment amélioré tous ces indicateurs-là. Mais ce n'est plus tenable, ce n'est plus durable, parce qu'on ne peut plus, effectivement, dès qu'il y a une crise, 2007, 2008, 2009, la crise, on était effectivement on s'en est pas rendu compte, mais c'était la même situation que maintenant. Il y a des bateaux qui sortaient d'Ukraine, qui étaient achetés par la Tunisie, qui n'arrivaient pas en Tunisie, qui étaient vendus au plus aux offrants sur la route. Il y avait vraiment une panique. On s'en est un peu sorti en protégeant les consommateurs aux dépens des agriculteurs. Là, on essaie de faire la même chose, mais les situations s'aggravent de plus en plus avec le changement climatique, avec les contextes géopolitiques, avec effectivement la montée des maladies, maladies soit humaines comme le Covid, etc., mais vous avez les maladies aviaires, vous avez des maladies quand on a eu ce qu'on appelle le feu bactérien. En Tunisie, on a décimé une grande partie, le peu de pommiers et poiriers qu'on avait dans le nord, il a été tout arraché, et c'est des risques qui sont permanents. Là, maintenant, on a la menace du charançon, du palmier dattier. Vous voyez de temps en temps des palmiers qui sont coupés comme ça sur l'avenue Mohammed V partout. Ça, c'est un charançon. Quand s'il rentre dans le Djerid, c'est une catastrophe
Par ailleurs, on a épuisé nos ressources naturelles. Moi, j'ai parlé du sol. Bon, pas... Donc, ce modèle-là a atteint vraiment ses limites. Et je dirais même qu'il les a dépassés. Enfin, il les a dépassés. On le maintient en survie au-delà des limites raisonnables de l'exploitation des ressources en eau, de l'exploitation des ressources en sol, et puis de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette différenciation de la population, avec effectivement de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de petites exploitations qui survivent, et des exploitations grandes et moyennes qui accaparent toutes les ressources. Vous avez le modèle de Regueb, vous avez le modèle à Zagouan, nous, on a travaillé dessus. Vous avez les modèles, le Caban moins, mais aussi, donc, tu as la pression aussi urbaine et un peu de... Donc, on est vraiment ce modèle-là, par où on le prend, il est vraiment en crise et il n'est pas durable. Nous avions fait je finissais avec ça, un petit modèle de prospective en 2015. On voit vraiment... Il y a 3 scénarios qui sont plus ou moins à la continuité ou l'accélération, c'est-à-dire qui aboutissent à, je dirais, à l'effondrement, presque. Donc, soit un dualisme exacerbé, soit une dégradation des ressources et le recours aux terres virtuelles, parce que là, on est dans le eau virtuel, mais non, c'est les terres virtuelles. Le seul qui permet un peu de sauver un peu le peu qu'on a d'acquis sur la sécurité alimentaire, etc., c'est vraiment le modèle de l'agroécologie et le développement territorial, c'est-à-dire l'agroécologie avec un système alimentaire territorialisé. C'est-à-dire que c'est à échelle réduite. À l'échelle du territoire, le territoire dans le sens méso-économique. Ah. Pas le territoire national, bien sûr. Ça, c'est une autre composante. Mais c'est surtout le territoire. C'est-à-dire que... La paysannerie, la permaculture. La permaculture, le modèle alimentaire, c'est-à-dire qu'on revient à manger ce qu'on produit, ce qu'on produit le mieux. Moi, enfin, c'est une anecdote qui remonte à très loin, mais quand je suis rentré à l'école d'agronomie de Toulouse, c'est un des premiers cours, puis on parlait, puis le professeur demandait pourquoi tels produits sont contaminés par des maladies. Enfin, c'était les pommes, il parlait. Bon, chacun donnait. Moi, j'ai dit, parce qu'elles sont pas cultivées dans leur milieu naturel, dans leur milieu et donc, finalement, c'est l'idée. J'étais pas né dans l'agroécologie, non, rien du tout, mais parce que moi, je venais de ma petite campagne et je voyais qu'effectivement, chez moi, quand les choses sont extensives, etc., ça marche un peu mieux, quoi. Il y a pas beaucoup de, on n'a pas de problème de maladie. Donc, et c'était un peu ça l'idée. Donc, en fait, dire qu'on a un modèle alimentaire territorialisé, c'est-à-dire qu'on rapproche, ça, on en parlera peut-être après. On va connecter les consommateurs des producteurs. On va aller vers effectivement la spécification ou des produits. On va s'appuyer sur un peu ce qu'on appelle un peu la rente territoriale pour un peu affronter un peu la mondialisation. Parce que le problème, c'est... Qu'est-ce que la rente territoriale? La rente territoriale, c'est ce qu'apporte le territoire comme spécificité au produit. C'est-à-dire, là, vous avez un produit, vous avez des produits génériques. Prenez les céréales, c'est tous des céréales. Si vous prenez le blé dur de Zagouan, ils ont réussi c'est le même blé finalement, mais ils y ont mis une empreinte territoriale. Il y a un collègue français qui disait on pouvait mettre le sang des cigales dans une bouteille de vin ou dans une bouteille d'huile. C'est-à-dire qu'on lui donne cette typicité, on la rattache à un territoire, on lui donne un ancrage territorial de telle sorte qu'on n'achète pas que l'huile, on achète de l'huile et puis tout l'imaginaire qu'on peut avoir. Acheter un peu, c'est ce qui se passe maintenant. Vous achetez des figues de Djebba. Les figues de Djebba, moi je les connais. Mais ça c'est culturel. C'est pas culturel, oui, il y a du marketing derrière ça. Il y a du marketing, mais c'est aussi, au-delà de cet aspect-là, il y a des avantages, c'est-à-dire que là, on est dans un modèle qui est encore exportateur, etc. Mais si on va plus loin, il faut que l'agriculture nourrit en premier lieu ceux qui produisent et en deuxième lieu ceux qui sont dans un cercle proche
Et après, un peu plus loin, et un peu plus loin. Là, maintenant, ce qui se développe comme phénomène en Europe, c'est le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine. Il y a beaucoup de projets de recherche qui travaillent là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte avec les différentes crises que le problème d'alimentation, de fourniture d'aliments aux grandes métropoles est un problème stratégique important. C'est-à-dire que ils ont vu ça avec les médicaments, etc. Mais c'est encore pire avec les aliments. Vous voyez, je sais pas, une ville, même comme Tunis. On fait venir, quand vous allez à Sidi Bouzid, vous rencontrez des dizaines de camions qui montent, qui avec des tomates, d'autres avec et donc, si Tunis est coupé de son environnement, comme ça a été le cas pendant le Covid, les premiers jours, ils ont interdit le déplacement des camions agricoles. Comment faire Bon, voilà. Et donc, le fait de rapprocher la production dans une structure périurbaine et maintenant dans la ville même, et ça se développe dans les pays africains, etc., même dans les pays européens, vous avez parfois des abeilles sur les toits des immeubles ou des grands hôtels à Paris. Donc mais ça va plus loin. Donc l'objectif derrière ça, c'est de donner une certaine autonomie à ces alimentaires, à ces mais sur la masse, sur l'échelle d'un pays, est-ce que ce genre d'approche, est-ce que ça suffit? Bon, moi je suis en train d'être dans une perspective positive. Mais derrière ça, il y a quand même pas mal de controverses. Peut-être qu'il faudra aborder, peut-être à un moment donné ou pas. Est-ce qu'effectivement, une des questions, moi je me suis, pour préparer ça, j'ai appuyé sur quelques documentations, je suis revenu à ce que j'ai écrit, mais qui ne vont pas, je vous l'ai dit. Moi, je suis pas vraiment allé au fond. Quand je dis qu'il faut changer de modèle, de paradigme, je parle un peu effectivement de l'agroécologie comme une voie, mais je n'ai pas exploré jusqu'au bout ses capacités, etc. Je me suis appuyé sur le rapport du comité d'experts pour la nutrition et l'alimentation pour la FAO, qui pose un peu cette question-là. Pour répondre à cette question, il y a plusieurs manières d'y répondre. Premièrement, est-ce qu'on produit assez pour nourrir toute la population? Il y en a qui disent qu'il y en a assez pour nourrir la population. Même les, 7 ou 8,5 milliards d'habitants en 2050. Parce qu'effectivement, il y a 30% d'aliments qui est gaspillé. Il y a aussi le modèle alimentaire. Le modèle alimentaire est complètement dévoué. Il est orienté vers la consommation de viande, etc. Il y en a qui disent le contraire. Qu'effectivement, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Qu'il faut augmenter la production et augmenter l'autonomie des populations. Après, il y a le débat sur la capacité de l'agroécologie à répondre à ça. Il y a plusieurs manières de voir ça. Il y a pas beaucoup de recherches il y a des études un peu pour évaluer. Là, il y a pas mal de recherches qui commencent à émerger, c'est de comparer la grande exploitation, parce que le modèle de la révolution verte, c'est la grande exploitation mécanisée, etc., que ce soit en céréaliculture, ou soit ce qu'ils appellent maintenant en France les 1000 vaches, mais il y en a avec 10 000 vaches, etc. Donc c'est la gigantesque de ce modèle, soit l'agriculture familiale. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand j'ai parlé de cette tranche d'exploitation en Tunisie qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle un peu l'agriculture familiale. Et à mon avis, c'est ce qui fait la force et les réussites de l'agriculture tunisienne. Or, cette agriculture familiale, maintenant, on démontre de plus en plus qu'elle est plus performante que la grande exploitation. Là, c'est performante en termes de production. Attends, après, là, moi, je suis pas d'accord. Ça dépend quel type d'agriculture. Parce que l'agriculture familiale, c'est vrai elle est en difficulté. Bon, moi, j'ai un ami qui a fait une thèse sur l'agriculture familiale et qui a montré, Mostafa Juili pour ne pas le citer, comme ça je cite un peu quelques amis, hein, ça leur fera du plaisir. Ça leur fera plaisir. Donc c'est vrai qu'elle a été un peu marginale. L'âge d'or de l'agriculture familiale en Tunisie, c'est les années 80, où on a vraiment senti la nécessité, on a mis en place une politique en faveur de l'agriculture familiale, avec des subventions, avec de l'encadrement, avec l'encouragement à l'irrigation, etc. Depuis, effectivement, on a une agriculture qui n'est pas favorable. Mais elle a quand même pas mal de capacités de résilience, pas mal de capacités de rebondir quand, effectivement, on la brime pas. Parce que quand
quand tu as un produit qui est rare et qui l'agriculteur va faire un peu refaire un peu sa santé pécuniaire, on lui fixe des prix tellement bas que, mais elle a un potentiel. Mais dans l'absolu, en termes de production, l'agriculture familiale, de rendement à l'hectare, c'est celui-là qui nous intéresse pour l'alimentation humaine. Le rendement à l'hectare est supérieur au rendement à l'hectare de la grande exploitation. Parce que l'agriculture familiale, elle diversifie. Sur un hectare, vous pouvez avoir de l'arboriculture, vous allez avoir de cultures dans l'année, vous allez avoir alors si on met en plus de l'agroécologie là-dedans, ça veut dire qu'on va mettre un peu de l'agroforesterie, on va réduire les intrants, parce qu'on n'a pas parlé de l'agroécologie jusque-là, on va réduire les intrants, on va, améliorer l'efficacité un peu, améliorer la santé du sol, améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau, etc. Donc là, on est dans un modèle un peu vertueux qui permet effectivement de produire autant, sinon plus, mais avec des détériorations sur le milieu. Mais, de toute façon, à mon avis, ça, on est au niveau de l'exploitation, de la parcelle, de l'exploitation. L'agroécologie, elle a un sens plus large. Elle va jusqu'au modèle alimentaire mondial, enfin jusqu'au système alimentaire mondial, pardon. Mmh. L'agroécologie, c'était au début l'analyse de pratiques anciennes, donc traditionnelles, pour voir un peu. Finalement, on les a abandonnés sans les évaluer. Finalement, beaucoup de choses. Prenez un exemple simple, vous prenez les oasis. On a abandonné les oasis traditionnelles, enfin on les a laissés un peu comme reliques, et on a mis les oasis modernes, monoculturales, etc. Sans jamais évaluer les premiers pour dire pourquoi on a mis les deuxièmes. Puis maintenant on revient et on se sent que, pour la même chose. Je parlais de la jachère tout à l'heure. On a essayé, beaucoup de gens ont essayé de réfléchir, enfin dans notre génération et celle d'avant sur la jachère. On a abandonné, les colonisateurs, les colons ont abandonné la jachère pâturée, qui était pratiquée par nos agriculteurs, et ils ont adopté la jachère travaillée, qui laisse pas de place aux animaux. Donc tout ça n'a pas été évalué. Donc on est à ce niveau-là, et donc on évalue, et soit de manière, je dirais, de l'observation, soit de manière scientifique, en analysant, en adoptant l'approche agroécologie, c'est agriculture et écologie, donc on utilise les outils de l'écologie en tant que science, à la parcelle et à l'exploitation. Après, ça a un peu évolué. On a élargi un peu le champ au système écologique, enfin agroécologique, donc à l'ensemble du système agroécologique. Et en même temps, on est passé d'une science qui étudie les pratiques à un ensemble de pratiques à qui on essaie de donner sens dans des systèmes de production, dans des systèmes de culture un peu plus cohérents et un peu plus... ce n'est plus un peu la science, c'est les pratiques, c'est un peu tout ce qui est conduit par la société civile, tout ce qui est conduit par un peu les pionniers de l'agroécologie. Je sais pas ici, je connais pas celui qui était un peu derrière ça, c'est Rabhi, c'est Pierre Rabhi qui est venu en Tunisie, qui est un peu initié. C'est un personnage controversé, mais je pense que son rayonnement sur ces questions-là est important. Sur la science, il y a beaucoup d'ouvrages fondamentaux sur l'agroécologie. Et après, c'est devenu un mouvement social. Et donc, ça rejoint un peu tout ce qui est mouvement ce qu'on appelle les syndicalismes agricoles, le syndicalisme paysan. Le syndicalisme en France, c'est le mouvement paysan. Au niveau international, c'est Campasina, le mouvement Via Campasina, et d'autres mouvements qui ont une force au niveau international, qui sont influents, qui sont présents au niveau comme lobbying, au niveau de la FAO, au niveau des instances, et ils sont un peu ils laissent leur empreinte. Et donc ça rejoint en même temps les revendications sur la souveraineté alimentaire. Donc et la souveraineté alimentaire, ce n'est pas se refermer sur soi-même, mais effectivement partir un peu des besoins des populations, partir des habitudes alimentaires, vous voyez, on passe de la sécurité alimentaire, qui ne prenait pas en compte, mais les prenait un peu à la marge, sous la pression, à la souveraineté alimentaire.
Et la souveraineté alimentaire est alimentée par les approches agroécologiques. Et donc là, on a une approche un peu plus cohérente. Alors après, au niveau mondial, à part effectivement les avancées au niveau de lobbying, au niveau des instances internationales, etc. Moi, quand je lis par exemple le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure du haut comité d'experts de la FAO sur la question alimentaire, je vois qu'il y a une influence qui prenne en compte ce genre d'aspect. C'est-à-dire que la FAO ne parlait pas de souveraineté alimentaire. Depuis 2016, elle a introduit ce vocabulaire dans son truc. Il a été introduit par la suite, progressivement. En Tunisie, on l'a introduit un peu après le Covid. Bon, il y en a qui en parlaient avant, Habib El et compagnie, mais il y en a qui ça s'est un peu généralisé. Maintenant, c'est même au niveau, je disais tout à l'heure, même au niveau des décideurs européens, etc., ils parlent de souveraineté alimentaire. Mais ça n'a pas la même... faut se méfier, tout ça. Le problème de tous ces concepts, c'est qu'après, derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Après, moi, je parle d'une vision... C'est au cas par cas, déjà. Oui, c'est transposable. Ça, c'est un peu l'ADN de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire. Mais après, vous êtes à la marge. Quand vous dites, par exemple, parlez un exemple qui, je ne sais pas si vous va vous parler, l'agriculture de conservation, le zéro labour, on peut le classer, certains le classent dans l'agroécologie, parce qu'on ne fait pas de labour, on sème directement sans tourner la terre, etc. Mais on met du glyphosate, qui est une molécule cancérigène, et qui effectivement... Alors, le débat ça crée une controverse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans l'agroécologie? Parce que, par exemple, le débat, c'est franco-français, mais en Tunisie, le modèle change, la problématique change. En Tunisie, on l'a introduit, mais on s'est heurté au pâturage des chomes et au coût de la mécanisation et à la vaine pâture. Donc là, on est un peu... Et le modèle coince parce qu'effectivement, on l'a pas adapté, peut-être adapté au contexte tunisien, et on n'a pas su trouver un peu la solution pour dépasser un peu ce genre de contraintes. Donc, alors pour revenir à la question, moi je pense que oui, ça pourrait nourrir, mais c'est là où il y a un problème. Il y a un Français qui disait qu'effectivement que finalement tout ça c'est beau, mais tout ça constitue une menace à des intérêts qui sont en place. Aux firmes de semences, aux firmes de produits phytosanitaires, au commerce international, etc. Et donc là, c'est vrai on les voit, les débats, parfois, à l'étranger. Malheureusement, nous, c'est un autre problème, c'est qu'on n'a pas de débat. On a vraiment très peu de débats sur ces questions-là, sur les politiques agricoles, sur les orientations des politiques agricoles. Mais j'ai l'impression que il se penche vers plutôt une souveraineté, vers une approche plus déconnectée du système international agricole. Oui, si c'est ça, quand on dit par exemple avoir l'autonomie en blé dur, l'autosuffisance en blé dur, premièrement, on l'a dit déjà pour cette année, on n'a pas pu le faire. C'est peut-être les conditions climatiques, on va le faire, peut-être essayer de le faire pour les années qui viennent. Mais de toute façon, on a les semences. Ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que en Tunisie au moins, maintenant cette année, je ne sais pas si on va y arriver, mais on est autonome en semences céréalières. Ça c'est bon. Il y a des tentatives de lobby, et c'est vrai que là, c'est de vrais lobbies, des gens, c'est des gros céréaliers européens avec des céréaliers tunisiens, etc., qui essaient d'introduire des variétés obtenues à l'étranger, de blé dur ou des cultures telles que le colza, etc. Mais ça c'est la vie, donc on peut pas non plus se couper du monde, mais on est globalement autonome en céréales. Mais si on veut faire l'autonomie ou l'autosuffisance en blé dur, c'est que ça va se faire en dépend des autres céréales, qui sont le blé tendre et la farine, donc le pain, et qui sont l'orge, qui est en partie consommation humaine, mais surtout alimentation
animal. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est que, bon, ce qu'on n'a pas le temps de développer, c'est que ce modèle qu'on a adopté a fait qu'effectivement, on a écarté de plus en plus la céréaliculture de nos plaines céréalières. On a changé les habitudes culinaires des gens. On a changé les habitudes culinaires, mais aussi on a des modèles de production complètement déconnectés de ce que consomment les Tunisiens. On produit de l'huile d'olive. Il y a un ministre qui a dit que de toute façon, c'est pas dans nos habitudes culinaires. Donc, ça, c'est une aberration. C'est une aberration, mais c'est aussi une réalité. Parce qu'on consomme de moins en moins de l'huile d'olive. C'est simplement économique. Oui, mais c'est économique. Même, je dirais, ça peut être aussi des habitudes alimentaires. Nous, on nous a mis dans la tête qu'il vaut mieux faire les fritures avec de l'huile de colza et de l'huile de trucs qu'on le fait. Alors qu'en réalité, l'huile d'olive supporte la chaleur autant que les autres huiles. Donc, c'est pas un problème. Et maintenant, tous les Tunisiens, moi-même le premier, achètent de l'huile végétale, enfin, ce qu'on appelle les huiles de graines, parce que c'est moins cher pour faire des fritures, mais c'est aussi, on avait l'impression que c'était plus hygiénique, donc alimentairement. Mais de toute façon, le Tunisien consomme très peu. Il consomme, je pense, c'est autour de 4-5 litres par an et par habitant, ce qui est ridicule. Sur 25, je pense les chiffres, il faut prendre avec précaution, 25 kilos de huile par an. Donc, c'est rien du tout. Et donc, moi, je peux vous dire qu'actuellement, les olives se vendent sur pied jusqu'à 6 dinars le kilo. Comment c'est qu'il faut 5 kilos pour faire un litre d'huile, entre 4 et 5, mais disons, ça fait 30 dinars l'année prochaine, l'huile. En venant, là, j'ai entendu qu'effectivement, la production est peut-être un peu plus meilleure, parce que je pense qu'il y a peut-être les gens ont mal évalué, parce que là, maintenant, c'est le marché sur pied des olives, ont peut-être mal évalué la production. Si les chiffres du ministère de l'Agriculture sont vrais, on ne sera pas dans cette perspective. Mais c'est déjà à 20 dinars. Déjà, à 20, 22. Voilà. Maintenant, il y en a presque plus. Donc, il faut faire la houle aussi. Il faut pas acheter au kilo. Donc voilà, on est un peu dans ça. Je sais pas, on a parlé de ça pour dire quoi, mais bon, voilà. هو الحديث يهز الحديث. ما انا عامل عليك انت راه باش. لا نعملوا على بعضنا باش نحاولوا نبنيو حاجه. انا اللي نحب نعرفه توا au niveau institutionnel في تونس. Est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'il y a des approches pratiques اللي قاعدين يعملوا فيها؟ Est-ce que نعرفش الدولة قاعدة تتحرك dans un sens d'améliorer ou de s'orienter vers l'agroécologie? Il y a plusieurs degrés de l'agroécologie. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est à la parcelle, ça peut être aussi, je dirais, au niveau d'un itinéraire technique, etc. Par exemple, ما في كل مرحلة لازم الدولة. لا باش نعطيك exemple. Dans la littérature, l'irrigation au goutte à goutte, تعرف شنو معناها؟ C'est parmi les techniques de l'agroécologie. Or, en Tunisie, on est pionnier dans la diffusion du goutte à goutte. On a pratiquement 80% de surface qui est irriguée au goutte à goutte. Et ça, c'est parce qu'il y a une politique en Tunisie, en 1995, qui a mis en place un programme d'économie d'eau, à travers, pas uniquement le goutte à goutte et les asperceurs, mais au moins les gouttes à goutte. Donc on peut dire qu'il y a une sensibilité, parce qu'il y a quand même une sensibilité de la rareté des ressources, de l'eau, des précipitations, etc. Mais on a, à ma connaissance, parce que je peux me tromper, moi je pense que par exemple par rapport à la chaleur, etc., on n'a pas vu, j'ai vu la panique un peu s'instaurer, et puis chercher comment on va faire, etc. Mais moi depuis 20 ans, quand il y a une sécheresse, on nous appelle, on fait une réunion, et à la fin je leur dis, j'espère que cette fois-ci vous n'allez pas nous faire comme la dernière fois, dès qu'il pleut, vous oubliez. Mais on avait depuis longtemps, et puis même nos aînés ont écrit sur les stratégies d'adaptation à la sécheresse, etc. Les agriculteurs ont développé des techniques d'adaptation à la sécheresse. En termes de politique, enfin nous, le groupe que j'ai l'honneur, entre guillemets,
de présider, quand on a développé la stratégie, c'était vraiment un de nos soucis, pas l'agroécologie, mais des réponses au contexte de plus en plus dur, de plus en plus contraignant, avec les maladies qui émergent, avec la sécheresse, avec la baisse de la fertilité du sol, etc. On avait parlé de l'intensification agroécologique, ce qui est un peu différent de l'agroécologie. Donc, on était un peu dans ce là. Malheureusement, ça n'a pas été repris. À la place, on a mis des stratégies qui sont un peu des stratégies très sectorielles, très fragmentées, et qui répondent, il faut le dire, à des problématiques réelles, mais c'est des problématiques qui sont, je dirais, le vécu quotidien de l'agriculteur. Mais derrière le vécu quotidien de l'agriculteur, il faut que la recherche, pour répondre à ça, elle anticipe. Et pour anticiper, il faut comprendre un peu les dynamiques dans le secteur agricole. Il faut comprendre quel est l'impact de ce qu'on est en train d'observer ou ce que prévoient les modèles climatiques, etc. Et anticiper. On peut pas aujourd'hui, parce que l'agriculteur a dit, moi, j'ai un problème de nématodes ou un truc comme ça. Bon, on va pas y répondre. Ben, si c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas travaillé, bon, on peut faire de la recherche bibliographique, trouver, mais sinon, il faut 10 ans. Une variété, maintenant c'est moins, mais il faut 4, 5 ans, 6 ans pour sortir une variété de céréales. Dans le temps, c'était 10 ans, avec la sélection massale, etc. À 10 ans, si vous savez pas, dans 10 ans, comment les choses... Quand on a préparé cette stratégie de la recherche, on avait rencontré, par hasard, parce qu'ils étaient de passage à Tunis, des directeurs, présidents directeurs généraux des institutions françaises. La France est engagée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture. Or, l'un des principaux émetteurs, ce sont les vaches. Et ils sont en train de travailler, et ça, c'est un engagement sur 2035, je pense. Ils sont déjà engagés depuis 2015, depuis 2016, à mettre en place des stratégies. Entre autres, maintenant, on parle de réduction des cheptels, mais à l'époque, c'était l'orientation. C'est une orientation génétique, parce que l'émission de gaz, d'éthanol ou d'éthanol ou je sais pas quoi, est liée à un gène, et qu'effectivement, il y avait une voie. Donc, et ça n'a pas d'effet de main. Si on veut réduire le cheptel, on peut effectivement le réduire en 24 heures, si on veut. Mais bon, ça me demande 4-5 ans. C'est à débattre. Mais ça, c'est autre chose. Mais travailler sur les génétiques d'élevage pour changer le gène de tout le troupeau, c'est quand même, c'est de l'anticipation. Et la recherche doit être dans l'anticipation. Alors, à ma connaissance, c'est vrai qu'il y a des chercheurs qui anticipent, parce qu'ils sont sensibles à ces problématiques, mais aussi parce qu'on est dans la recherche, elle a la chance. Et après, je dirais que c'est aussi un point faible d'être dans la recherche internationale. On est en contact direct avec des collègues italiens, français, américains, allemands. On a une diversité de coopération. Mais bon, par ailleurs, ça nous éloigne parfois de nos problématiques réelles. C'est assez délicat à gérer par les chercheurs. Donc, mais on est sensible à ça. On peut y répondre. Parce qu'effectivement, on est dans cette dynamique-là. Il y a maintenant pratiquement 10 ans, peut-être même plus, il y a un séminaire à Bizerte sur le blé dur, en Méditerranée, avec des Français qui étaient, je pense qu'il y avait d'autres, et les Français cherchaient. L'objectif était clair. Les Tunisiens ont des blés durs qui comportent très bien sous des climats dans lesquels la France sera peut-être dans 20 ans. Et ils sont venus en Tunisie pour voir comment ça marche, pour faire des coopérations. Déjà, à 20 voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé, par exemple, le plan 2016-2024, l'ancien, j'ai pas trouvé une réponse à ces questions-là. Mais déjà, ils sont très, très longs. T'as des plans. Oui, déjà. Non, mais déjà, tu peux mettre en place mais je t'ai dit, en 2016, c'est le plan 2016-2024, 23. Donc, il n'y avait pas grand-chose sur ces questions-là. Il n'y avait pas une remise en cause fondamentale, parce que moi, je crois, c'est un peu ce que je défends, à une rupture
fondamentale il nous faut une révolution copernicienne. C'est vrai que l'agroécologie, l'intensification écologique, y apporte des réponses, mais à mon avis, il faut aller encore plus loin. On est dépendant à 40%, 50% de notre alimentation, de 60% de l'alimentation de manière générale, 40% des calories, de l'importation. On est dépendant des marchés internationaux. Pour les blés, on le voit, on est dépendant même dans notre exportation. J'ai regardé un peu quand il y a eu le Covid, quel est l'impact. On a des marchés qui sont fermés sur nos principaux produits, sur les poissons, enfin sur les produits de la mer, sur les dattes. Qu'est-ce qui nous restait? On n'exportait que l'huile d'olive, mais c'est pas suffisant. Quand on a des années difficiles où se conjugue une baisse de production des céréales, une baisse de production de l'huile d'olive, on est un peu... Cette histoire d'exporter pour avoir des devises pour importer elle fonctionne encore en termes de devises, mais quand on voit notre balance alimentaire sur les 15 depuis 2090 ou je sais pas. Les enjeux changent. 21, il y a plus d'excédent. Donc il y a un excédent de devises, on fait rentrer des devises, on parlait de 2000 milliards que fait rentrer l'huile d'olive, mais c'est pas ça qui va nourrir les Tunisiens, parce que quand il va sur le marché international avec 2000 milliards pour acheter du blé, et que la Russie bloque l'Ukraine, tu peux rien trouver, tu peux même pas trouver du blé parfois. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on met en jeu notre sécurité alimentaire tout court. Je parle pas de souveraineté. Parce que, effectivement, on ne parle pas des effets sur la santé humaine, sur la santé animale, sur la terre, de tout ce modèle-là. Donc on est dans à mon avis, on est dans l'erreur. Et la réalité le montre, et il nous faut une révolution copernicienne, comme je viens de dire, c'est-à-dire changer complètement de modèle, changer de paradigme. Je crois, moi, que l'agroécologie offre ce paradigme. Après, c'est vrai que quand on va parler de la transition, c'est une autre paire de manches. C'est pas demain, quoi. La transition demande, exige, il y a déjà des freins. Avant la transition, avant d'entamer ce que j'ai dit, la résistance de certains intérêts, la difficulté, l'absence de recherche, de financement de la recherche, etc. Mais quand on va passer à la transition, il faut voir, regardez par exemple en France, pour les gens qui font la transition du conventionnel au bio, tout ce qu'ils endurent, alors qu'il y a des subventions, etc. C'est pas facile. Passer du conventionnel, du bricolage, etc. à un modèle agroécologique dans le vrai sens du terme. Pour l'instant, on fait du bricolage. Il y a des tentatives qui sont louables. Bon, quand on parle, par exemple, de la SOC à Chileni, quand on parle de Hazwan, quand on parle de certains, même ce qu'ils ont fait dans les projets de développement pastoral dans le sud tunisien, il y a vraiment des choses qui sont bien faites, qui s'approchent de l'agroécologie, qui sortent un peu de ce modèle d'exploitation minière. Mais c'est pas encore. On encourage encore les plantations d'oliviers hyper intensives sur des trucs, alors qu'on a 80 millions de pieds d'olivier ou 100 millions de pieds d'olivier. Ça sert à quoi? Bon, c'est vrai que ça stabilise un minimum de production. C'est un peu l'argument qui tue, quoi. Cette année, 50% de la production vient des périmètres irrigués. Mais pourquoi c'est ça? Parce qu'on n'a pas... les oliviers sont à l'abandon. Moi, je les vois. Sont à l'abandon. Il n'y a aucun travail. On a fait beaucoup de travaux de CES, mais on n'a pas suffisamment fait de travaux de CES. On n'a pas essayé ces modèles, ce modèle d'oléiculture, de farming system, oléiculture à la franco-sfaxienne, devait être... On l'avait déjà prédit... des chercheurs dans les années 60-70 qu'il va à sa perte. Il lessive le sol, il n'y a plus de sol, il n'y a plus que de la matière inerte. Le moindre coup de vent, ça s'envole, et c'est une catastrophe. Alors qu'on pouvait remédier à ça. On l'a fait dans les oasis. Dans les oasis, on a pris les oasis nouvelles et on a essayé de les densifier sur le modèle ancien, avec les 3 étages. Ça marche. L'oléiculture, on aurait pu trouver quelque chose. On aurait pu trouver des modèles qui redensifient un peu le tissu, qui donnent un peu de la vie à ce truc, qui fait... j'ai visité
une ferme de 60 hectares dans la région d'Ain Asker. Et le gars, il fait des merveilles. Bon, il a les moyens de les faire. Mais il fait vraiment des merveilles. Je me promets d'y retourner régulièrement parce que si son modèle réussit, ça montre qu'on peut redresser. Au niveau international, on le voit. On peut faire de sols qui ont été complètement lessivés, qui ont été complètement érodés, remettre de la vie. On pourrait remettre de la vie dans notre oléiculture, dans la région de Sfax, qui maintenant le produit quand il y a 2, 3, 1 an, tous les 3, 4 ans. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, bien sûr, quand on a mis l'olivier, bon, parce que les oliviers sfaxiens sont la propriété des urbains. Bon, c'est pas, si ça apporte tous les 3 ans, pourquoi pas, on oublie ça, le flaha, c'est une forme de sagesse et de حذاقة. يعني الأرض ماهيش un instrument اللي تستعمل وتقعد هكاكا. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine, c'est un être vivant il y a une relation معاه في الآخر. Je crois c'est dans ce sens où il y aura un bon sens نتصور. Bon, enfin, ça peut peut-être nous amener trop loin, du point de vue philosophique, mais moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le sol, c'est le support de la vie et de l'agriculture. Et si le sol, si on ne prend pas soin, un peu un des préceptes de la permaculture, c'est prendre soin de la terre, mais aussi, je pense, pour l'agroécologie, c'est la santé de la terre. Si on ne prend pas soin de la santé de la terre, si on ne prend pas soin de la terre, de ce qu'elle supporte comme vie, parce que l'agroécologie, l'agriculture, si on veut sortir de ce modèle, c'est utiliser les fonctionnalités naturelles de l'écosystème ou de l'agroécosystème. Si vous avez un sol inerte, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Vous êtes obligé de verser de l'eau, de verser des nutriments. Quand il y a une maladie de traiter, etc., vous finissez pas. Si le sol est vivant, si vous avez un système diversifié, si vous avez des animaux qui apportent de la matière organique, qui recyclent effectivement la biomasse, vous avez quelque chose de vivant qui effectivement, moi je parle pas d'expérience personnelle, mais je parle de ce que j'ai lu, de la bibliographie, des expériences. Moi, quand je vois tel que c'est présenté l'exemple de Chnenni, je vois qu'effectivement, ça redonne de la vie. Et puis, il y a une autre dimension, parce que là, on est au niveau de l'exploitation, de la parcelle. Quand on monte au niveau du territoire, une population, je sais pas moi, une oasis, un village dans le haute-steppe, dans la haute-steppe ou dans les dashras, etc., ou dans une plaine, ou dans le Sahel de Bizerte, vous avez un territoire, vous avez un système agraire qui se développe là-dessus, donc c'est une population qui est en relation avec son territoire. Et là, on a une autre dimension, on a effectivement des interactions entre effectivement les exploitations, entre les productions. Après, il y a aussi, il y a le marché qui entoure. Donc, à mon avis, ça se construit, tout ça, à partir de la parcelle. Mais ça demande 2 choses. Enfin, quand je reviens à la prospective, dans le modèle basé sur l'agroécologie, le moteur du modèle, c'est finalement pas les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, ils sont toujours à la réponse d'une demande sociale. Le moteur, c'est les consommateurs. Et moi, j'ai toujours dit qu'effectivement, les consommateurs, on a séparé les consommateurs des producteurs. Je vous dis, les producteurs ne produisent pas, c'est une exagération, mais ils produisent pas. Leur premier souci, c'est quand ils voient les petits projets qui se font c'est la première souci, c'est l'exportation. Marché international. C'est le premier souci. Alors que il y a des consommateurs à côté qui ont du pouvoir d'achat qui ne trouvent pas ces produits-là, par exemple. Il y a des consommateurs qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais qui ont besoin de consommer. Donc, on les a séparés. Et le changement viendrait, effectivement, des consommateurs. Or, malheureusement, moi, j'avais observé un peu dans les campagnes électorales, etc., tous les partis politiques sont déconnectés du monde agricole et rural. Nous, quand tu parlais tout à l'heure de l'association qu'on a faite, on avait le premier séminaire qu'on a fait, c'était en 2011. On avait invité tous les partis.
On a essayé d'inviter tous les partis politiques. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont... Mais notre objectif, c'était qu'effectivement, de vulgariser un peu cette histoire. C'était simple. Le modèle atteint ses limites, il faut qu'on trouve une autre solution pour aller vite. Mais on n'a pas eu beaucoup de réponses. Dans les campagnes électorales en 2011, c'était la première, on est allé vers les partis. Même des partis auxquels on n'était pas du tout d'atomes crochus. Qui sont pas, on n'est pas allés, mais je sais qu'ils sont venus nous demander un peu non. Une question de densité électorale. Non, mais oui, d'accord, mais ça s'arrête là. Mais on a essayé dans la mesure du possible, mais quand vous regardez les partis dans leur population, et d'ailleurs le monde rural vote complètement différemment du monde urbain. Donc il y a une rupture en Tunisie, moi j'ai appelé ça le pied urbain du développement agricole, c'est-à-dire que l'urbain, et donc finalement il est dominant sur le monde rural. Le monde rural se révolte, bouge, et les révoltes sont récurrentes, de Sahab el-Bihim, je sais pas qui, Ali Ben Ghadem, etc. Mais il a jamais pris le dessus. Moi, je pense que même en 2011, c'était quand il a rejoint, le mouvement a rejoint, il est parti du monde rural, quand il a rejoint le monde urbain, que ça a fonctionné. Et donc, le changement ne peut venir, malheureusement ou heureusement, tout ce qu'on veut, que du monde urbain. Et que du consommateur. Et le consommateur tunisien actuellement, il est englué dans son pouvoir d'achat, dans ses trucs, etc. Et donc, c'est vraiment compliqué. Cette transition, si on la souhaite, si on la veut, elle va être compliquée. Elle demande une volonté politique, certes, parce que c'est effectivement le moteur. Elle demande de la recherche scientifique qui anticipe, qui croit, mais qui travaille pas de manière séparée, mais qui travaille vers un objectif qui est effectivement comment accompagner la transition, qui demande un appareil, effectivement, pas de vulgarisation, parce que le mot n'est pas galvaudé. Mais c'est tout un pack, voilà. Sociologique, psychologique, comportemental, culturel. Effectivement, parce que c'est au fond, il y a un changement, il y a des freins socio-culturels, et pour faire la transition, il faut laisser verrous, il faut les faire sauter. Et donc, il faut changer tout ça. Et il faut changer tout ça. Bon, vous y contribuez en faisant de la vulgarisation. Nous, les chercheurs, on y contribue. Enfin, moi, je suis plus chercheur, je suis retraité, mais je continue à réfléchir sur ces questions-là. Et puis, mais il faut que la société civile, elle y est. Mais malheureusement, moi, je pense ça, c'est un autre problème. Il y a un manque de communication entre la société civile et les chercheurs. Et je dirais même que parfois, ça prend l'aspect d'un conflit. Il y a un conflit de légitimité. La société civile ne croit plus. Ne croit plus à la recherche, ne croit plus aux élites, ne croit plus aux experts. Enfin, nous, les chercheurs sont pas des experts, sont avant tout des chercheurs, des scientifiques qui travaillent sur des questions de société ou sur des questions. La société civile, il y a ce conflit-là, et ça prend parfois des dimensions un peu, je dirais un peu forte, quoi. Et ça, tant qu'il n'y a pas cet échange, parce que nous, on a reconnu depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a, à un moment, on s'est heurté on était en avance dans les années 80, on a fait des projets qui étaient effectivement pas participatifs, tel qu'on le dit maintenant, mais au moins qui part un peu de la réalité des agriculteurs, qui interroge les agriculteurs, qui écoute les agriculteurs pour après revenir au laboratoire travailler. Même ça n'existe parfois plus. Parce que bon, pour des problèmes de communication, des problèmes d'organisation institutionnelle, etc. Et puis, il faut une volonté politique, et puis, il faut que les consommateurs, autant que les agriculteurs, comprennent que leur intérêt, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'évalue pas. Le problème de santé publique qu'on a par l'alimentation qu'on nous fait manger, c'est une catastrophe. C'est une bombe. C'est pas une bombe à retardement. Elle a déjà explosé. Il y a 40% de Tunisiens qui sont en surpoids, 20% qui sont en obésité. Enfin, les chiffres, bon, mais c'est des chiffres très récents, en 2019, à 20, je pense que c'était 20, 21. Donc, et ça se traduit par quoi? Par des maladies cardiovasculaires, par des maladies. Donc on a ça, on l'évalue pas. On fait la balance agricole, on regarde ce qui est introduit, ce qui est acheté, mais après l'impact de tout ça. Consommer de l'huile de palme à la place de l'huile d'olive,
Bah, je peux vous dire, bon, il n'y a pas d'évaluation qui a été faite, mais ça peut chiffrer en milliers de dinars ou en millions de Caisse dinars. de sécurité sociale. Bien sûr. Bah, même sur la santé, rien qu'en absentéisme. Non, mais c'est un vrai problème qu'on ne prend pas, dont on ne prend pas la dimension. Donc, si les consommateurs prennent conscience de ça, il y en a qui commencent à prendre conscience. Mais c'est vrai que le consommateur, il est tiraillé entre son pouvoir d'achat et manger bien, quoi. Donc, mais bon, mais c'est à mon avis, c'est ça. Enfin, l'agroécologie aborde ces questions-là puisqu'elle parle du système alimentaire national et au niveau mondial. Donc, on est au cœur du sujet, mais ça, c'est vraiment on est un peu dans les marges aussi parce que pour l'instant, essayons de trouver un modèle agricole qui tient la route pour la Tunisie. Parce que par exemple, pour la permaculture, pardon. Il y a quelques formations, il y a quelque chose qui se fait, mais on n'a pas en Tunisie, elle n'est pas adaptée au contexte tunisien, elle n'est pas mise en contexte tunisien, etc. Donc à mon avis, ça manque de, bon, j'ai vu que vous allez recevoir la présidente de l'association de permaculture tunisienne. Merci. J'espère qu'elle me contredira, mais je pense qu'on a. Moi, j'ai vu ça c'est très proche parce que c'est des collègues qui travaillent juste à côté sur l'agriculture de conservation. On plafonne depuis des années sur les 12, 14, 15 000, même disons 20 000 hectares d'agriculture. C'est beaucoup, mais c'est peu. Ben, sur les 1 200 000 hectares de céréales, non, oui, les grandes cultures, alors après, oui, bon, j'ai oublié de dire qu'on perd des céréales, mais on a aussi perdu toutes les légumineuses. Donc, au fait, bon, voilà. Ça fait partie un peu du paysage sinistre. Yatik Sah, c'est Mohamed. Vous avez le talent de nous servir réalisme et optimisme en même temps. Et non, mais non, parce que j'aime pas tirer sur les ambulances. Parce que c'est facile. Je vois des collègues, bon, on s'accroche un peu, gentiment, qui critiquent, je sais pas, moi, les choix qui ont été faits dans les années 60. Bon, c'est vrai qu'ils ont des effets jusqu'à aujourd'hui. Mais dans les années 60, les décideurs, et puis ils traitent de tout, quoi. Alors que ces décideurs, moi, je pense qu'ils sont pas ils sont peut-être plus nationaux que nous. Et ils ont réfléchi dans un contexte avec des contraintes et ils ont pensé que c'est là le choix qu'il faut adopter. Ils l'ont fait, ça a marché, ça n'a pas marché. On ne vient pas aujourd'hui les critiquer et dire qu'en oubliant le contexte. Donc, moi, j'essaie d'analyser en me mettant dans le contexte de l'époque pour être, comment dire, objectif et un peu juste dans mon jugement, parce que de toute façon, ça sert à rien, parce que quand on est aux conséquences, ça c'est autre chose. C'est pas la faute de X ou de Y, de machin, etc. C'est bon, on a cet héritage. Il faut qu'on fait avec. Savoir qui c'est qui était derrière ça, c'est bon pour l'histoire, mais à mon avis, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas le problème. Voilà. Parce que même à un moment donné, j'ai enlevé, bon, parce qu'on me l'a dit aussi pour des articles scientifiques et tout, mais je trouvais que c'était pertinent de parler de Ben Ali, etc., le truc, voilà. Bon, je parle de prédation de l'époque de Ben Ali, ok, mais bon, c'est fini, bon, maintenant, on a cet héritage qui est là, on a un contexte qui est là, il faut qu'on fasse avec, il faut qu'on s'en sorte, sans jeter l'anathème à X ou Y. Moi, c'est un peu ma posture. Bon, c'est pas une philosophie, c'est vraiment une posture. Peut-être parce que je suis chercheur, j'ai toujours été chercheur, j'ai toujours aimé faire de la recherche, j'ai pas fait pas grand-chose, mais j'ai fait de la recherche, donc j'ai gardé un peu cette distance par rapport à sur quoi je travaille. Donc, c'est Yatik Sah. Merci beaucoup. Là, c'est tout mon petit. Là, vous aussi de